Quiconque affirme qu'il existe un consensus scientifique dans un domaine ou un autre, il faut d'abord dire soyez prudent. Quiconque utilise ce mot montre ainsi qu'il poursuit des intentions politiques qui n'ont rien à voir avec la science. Vous pouvez déjà faire la distinction entre les personnes qui sont peut-être réellement attachées à la vérité et celles qui ne sont attachées qu'à des idéologies. C'est la première chose. Il faut en effet exclure certains scientifiques et aussi certains citoyens du débat afin d'empêcher que le public ne découvre que certains camps n'ont tout simplement pas de bons arguments. Je mets aussi clairement en garde, dans ce contexte, contre une dictature des experts. C'est vraiment un point qui me tient à cœur. Mettre en garde contre le fait que nous sommes en bonne voie, ou plutôt sur une mauvaise voie, vers une dictature des experts. Quand je lis ces derniers jours ou semaines qu'il y aurait soi-disant des scientifiques en Allemagne qui plaident pour qu'en cas de prochaine pandémie, il faille censurer encore plus et exclure encore plus de scientifiques du débat. C'est alors une véritable catastrophe. Oui, un parti qui refuse de faire la lumière sur les crimes de ces dernières années n'est, à mon avis, plus un parti pour lequel on peut voter à l'avenir. Préparez-vous, les gars. La vidéo à venir n'est pas une interview classique. Mon invité, le professeur Roland Wiesendanger, est une force dans le domaine scientifique. C'est une sommité dans son domaine, mais le fait qu'il dévoile aujourd'hui les abysses de la science corrompue, les dossiers Epstein et les véritables dessous du corona des dernières années, vous ne l'avez encore jamais entendu ailleurs. Si vous souhaitez que le professeur Wiesendanger et moi enregistrions une autre vidéo et que nous approfondissions tous ces sujets, alors écrivez simplement Wiesendanger dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien nous aide énormément à attirer les invités les plus prestigieux sur notre chaîne. Mais maintenant, place au professeur Roland Wiesendanger. Monsieur le professeur Wiesendanger, je dois l'avouer, quand on lit votre parcours, on en a presque le souffle coupé. Professeur, on a l'impression que vous êtes plusieurs facultés à vous tout seul. Sérieusement, entre la nanophysique et l'enseignement quotidien à l'université de Hambourg, comment faites-vous pour explorer tous ces abîmes tout en restant lucide et ferme? Eh bien, j'ai toujours été fasciné par la science. C'est vraiment l'aventure par excellence, la recherche, la grande aventure. Oui, c'est vraiment fascinant et cela m'a enthousiasmé quand j'étais jeune. Et quand on est passionné par quelque chose, on parvient à s'y consacrer entièrement et même à y consacrer sa vie, à s'engager pour cette cause. J'ai toujours trouvé incroyablement enrichissant de travailler sans cesse avec de nombreux jeunes dans le monde scientifique. C'est justement ce qui est beau, surtout dans le milieu universitaire, c'est qu'on a toujours de jeunes étudiantes et étudiants avec qui on peut développer et réaliser de nouvelles idées. Cela vous garde jeune et peut aussi permettre, si tout fonctionne bien en équipe, de réaliser des choses qui sont vraiment uniques au monde. Nous avons effectivement eu la possibilité à l'Université de Hambourg de mener des recherches pendant de nombreuses années, maintenant depuis plus de 30 ans, qui ont vraiment produit des résultats uniques au monde. Nous avons été les premiers, par exemple, à pouvoir imager et étudier des structures magnétiques à l'échelle atomique grâce à de nouvelles techniques de microscopie que nous avons développées nous-mêmes. Nous avons été les tout premiers au monde à réaliser, par exemple, des opérations logiques. Les opérations logiques sont, avec les opérations de mémoire, l'élément fondamental de tout ordinateur. Nous avons réussi pour la première fois à réaliser des opérations logiques à l'échelle d'atomes individuels en disposant des atomes individuels sur des surfaces de manière à permettre la réalisation d'opérations logiques. Et cela en utilisant également le spin, c'est-à-dire le moment magnétique, les propriétés magnétiques des atomes. Nous avons également développé de nouveaux nœuds magnétiques à l'échelle nanométrique qui sont désormais ciblés pour de nouvelles technologies de stockage. Et nous avons également réussi à découvrir de toutes nouvelles particules appelées particules de Majorana. Ce sont leurs propres antiparticules et elles ont un énorme potentiel pour l'informatique quantique. C'est quelque chose dont les auditeurs ont bien sûr déjà entendu parler.
le grand potentiel de l'informatique quantique. Et par rapport aux ordinateurs classiques, le problème majeur des ordinateurs quantiques reste leur taux d'erreur encore trop élevé. C'est le très grand problème pour l'avenir des ordinateurs quantiques. On peut corriger cela par logiciel, on peut faire des corrections d'erreurs logicielles, mais nous avons justement, du point de vue de la physique, une nouvelle approche. Nous voulons rendre les qubits plus stables, plus robustes, en utilisant des états complètement nouveaux, des états quantiques. Cette recherche est incroyablement fascinante. Nous voulons être actifs et aussi être parmi les leaders mondiaux dans ce domaine. Nous sommes en concurrence étroite, par exemple avec Microsoft Q. Cela stimule bien sûr aussi les jeunes lorsqu'ils peuvent faire des choses à l'université de Hambourg et dire là, nous avons été meilleurs que Microsoft ou meilleurs qu'IBM. Cela motive évidemment. Et en ce sens, l'aventure de la recherche est tout simplement incroyablement passionnante. Cela m'a toujours fasciné jusqu'à aujourd'hui. Mais, et j'en viens maintenant au mais, depuis quelque temps, il y a dans la science des évolutions préoccupantes. En particulier, le fait que certains scientifiques se laissent influencer par la politique, mais aussi que certaines organisations scientifiques n'assument plus la mission qu'elles devraient normalement remplir, à savoir créer des espaces de débat pour des discussions libres et ouvertes dans le domaine scientifique. Et pas seulement pour les sujets que je viens d'évoquer, où bien sûr tout le monde est convaincu. Oui, ce sont des sujets incroyablement passionnants et il n'y a là que des aspects scientifiques. Lorsqu'il s'agit d'évaluer s'il s'agit d'une grande nouvelle découverte ou d'une nouvelle invention, il existe justement des domaines scientifiques qui sont aussi très étroitement liés à l'économie. Oui, alors il faut surtout mentionner la recherche médicale qui coopère étroitement avec l'industrie pharmaceutique. Ce n'est pas mauvais en soi, mais il ne faut pas en arriver au point où, à cause de la dépendance croissante à des financements externes, par exemple dans les universités ou dans tout type d'instituts de recherche, les résultats soient plus ou moins déterminés à l'avance à cause de la pression liée aux attentes qu'exercent les bailleurs de fonds. Cela peut devenir très dangereux. C'est donc une évolution négative. Et l'autre dérive que je voudrais évoquer, c'est que dans certains domaines scientifiques, l'idéologie s'est également installée. C'est malheureusement le cas dans la science du climat, alors qu'en fait, c'est un domaine scientifique incroyablement passionnant. Donc, si je devais choisir aujourd'hui dans quel domaine scientifique je voudrais travailler, la science du climat serait tout en haut de la liste. C'est un domaine incroyablement passionnant. La science du climat n'est en principe rien d'autre qu'une application de la physique. Il faut comprendre la physique pour pouvoir faire de la science du climat. Et ce n'est pas seulement les modélisateurs du climat qui sont de véritables climatologues. Non, pour vraiment comprendre un domaine, il faut bien sûr en maîtriser les bases. Et les bases de la science du climat, c'est la physique. Si, par exemple, on crée des programmes sans vraiment comprendre la physique qui se cache derrière, alors ça ne fonctionne pas. L'autre chose que nous avons évidemment vécu au cours des 6 dernières années, ce sont des dérives. Bien sûr, notamment dans le domaine de la virologie, qui en souffre également, parce que des scientifiques n'avaient pas vraiment en tête les objectifs que la science devrait poursuivre, à savoir être au service de la vérité. Il y a eu en effet une incroyable dissimulation, donc des tentatives de tromperie de la part de certains virologues. Cela a été confirmé par des correspondances e-mail rendues publiques à la suite de procès aux États-Unis. Des virologues étaient impliqués et aussi des employés de grandes institutions comme les National Institutes of Health. Ce travail d'analyse de ce qui a mal tourné tant dans le domaine scientifique que dans les institutions de financement et d'autres institutions étatiques est en cours. Et c'est justement très actuel. Il y a un proche collaborateur d'Anthony Fauci qui a joué un rôle important, qui lui-même vient du milieu scientifique et a également travaillé au National Institutes of Health aux États-Unis.
Un collaborateur proche et un confident d'Anthony Fauci est actuellement inculpé, précisément en raison de ces manquements, notamment aussi des tentatives de tromperie qui ont conduit, entre autres, à ce que l'origine de la pandémie n'ait pas été correctement identifiée ni correctement évaluée dès le début. C'était ma motivation. Maintenant, nous arrivons à la partie de la question que vous avez posée. Qu'est-ce qui me motive maintenant, en plus de cette fascination, en plus de l'aventure de la recherche que j'ai décrite, à me consacrer aussi à des sujets comme, par exemple, la recherche des causes de cette catastrophe dès le début de la pandémie? Cela s'explique bien sûr par le fait qu'en tant que scientifique et en particulier en tant que spécialiste des nanosciences, j'étais naturellement capable dès le début de lire la littérature spécialisée, y compris bien sûr celle de la virologie. Les virus sont en effet des objets à l'échelle nanométrique. C'est en principe une partie des nanosciences, un domaine très interdisciplinaire où la physique, la chimie, la biologie, la médecine et aussi l'informatique se rencontrent. Un spécialiste des nanosciences est capable de lire justement cette littérature et surtout de l'évaluer. Pour moi, en tant que scientifique, il a toujours été essentiel dès le début de me consacrer aux questions fondamentales. J'ai eu très tôt l'occasion d'échanger avec de nombreux lauréats du prix Nobel. Un lauréat du prix Nobel, un lauréat suisse du prix Nobel, m'a très tôt, alors que j'étais un jeune scientifique, clairement fait comprendre, oui, vous pouvez vous intéresser à de nombreux sujets en sciences. Vous pouvez consacrer votre vie à n'importe quel sujet, bien sûr. Et peut-être qu'un jour, vous réussirez, vous résoudrez le problème, seulement si ce problème n'est pas vraiment perçu comme important. Oui, alors ce n'est pas vraiment quelque chose qui vaut la peine d'y investir beaucoup de temps, voire toute sa vie. Cela veut dire qu'avant même de se consacrer à une question, il faut se demander qu'est-ce qui se passe si c'est un succès? Et c'est sur cette base que nous voulons partir quand nous commençons quelque chose. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si quelque chose réussit, quel impact, donc quelles conséquences cette découverte ou cette invention aura-t-elle? C'était vraiment une ligne directrice très, très importante pour moi, aussi pour toute ma vie scientifique, de toujours me poser cette question et ensuite de prendre des décisions sur les questions scientifiques auxquelles je me consacre. Et justement, dès le début du développement, la pandémie qui a commencé dès 2019, mais surtout au début de 2020, j'ai bien sûr identifié comme la question la plus importante et la plus significative l'origine de cette pandémie. Parce que ce n'est qu'en connaissant l'origine qu'on peut bien sûr en tirer des conséquences, qu'on peut en tirer des conséquences pour son propre comportement, mais aussi, bien sûr, en regardant vers l'avenir, des conséquences qui doivent être tirées pour éviter autant que possible de telles catastrophes à l'avenir. Et c'est pourquoi, dès le 5 mai 2020, donc pendant la première année de la pandémie, je me suis adressé au public. J'ai publié un premier communiqué de presse. Le titre était La question essentielle de l'origine de la pandémie. J'ai également déjà annoncé que je mènerai une étude d'1 an à ce sujet tout au long de l'année 2020. Et je l'ai ensuite publié au début de l'année 2021. Je l'ai d'abord soumise à la discussion dans le cadre d'un événement académique, mais aussi avec des collègues de différentes organisations scientifiques, notamment la Société Max Planck et de nombreuses autres sociétés scientifiques. J'ai notamment partagé mes connaissances avec des représentants de pratiquement tous les partis politiques avant de décider ensuite de m'adresser au grand public. J'ai pu m'adresser au grand public parce que j'avais le soutien du service de presse et aussi du président de l'Université de Hambourg. C'est ainsi que mon étude a été rendue publique le 18 février 2021, également par le biais du service de presse, et elle a également suscité beaucoup de remous. Et ce, pour 2 raisons. Parce que j'ai pu montrer dans mon étude que tous les indices que j'avais rassemblés pendant 1 an indiquaient que le SARS-CoV-2 provenait d'un laboratoire. À l'époque, j'ai estimé la probabilité à 99,9%
Fait intéressant, au même moment, un scientifique, un biologiste moléculaire aux États-Unis, a réalisé une étude similaire pour le gouvernement américain. Je n'en savais rien. Nous sommes ensuite effectivement entrés en contact en février 2021. Indépendamment, il est arrivé à une estimation de 99,8% de probabilité pour une origine en laboratoire. Donc, à 0,1% près, nos études ont donné le même résultat. Et comme nous le savons maintenant, depuis mars de l'année dernière, le Service fédéral de renseignement, donc le service secret allemand, a également informé très tôt le gouvernement allemand de la forte probabilité d'une origine en laboratoire du virus SARS-CoV-2. Donc, dès le début de la pandémie, c'est-à-dire au début de l'année 2020, le BND avait alors estimé une probabilité de 80 à 95%. C'était d'ailleurs à peu près la même fourchette de pourcentage que celle estimée par les virologues aux États-Unis. Et puis, Anthony Fauci avait également mis en garde. Cela a conduit à une téléconférence tristement célèbre le 1er février 2020, au cours de laquelle pas moins de 6 caractéristiques inhabituelles ont été identifiées dans le génome du virus, c'est-à-dire dans le patrimoine génétique du SARS-CoV-2. Cela signifie donc que dès le début, on savait que ce virus provenait très probablement d'un laboratoire. Et les probabilités que nous avons maintenant sont donc les suivantes. On peut pratiquement dire avec quasi-certitude que ce virus provient du laboratoire. Donc, la probabilité d'une origine naturelle est bien inférieure à 1 sur 1 milliard. Je peux expliquer cela plus en détail tout à l'heure si vous le souhaitez. Néanmoins, il y avait ce récit d'une origine naturelle qui a été longtemps propagé par le gouvernement fédéral, mais aussi par tous les autres gouvernements dans le monde. Il existe un document officiel du gouvernement allemand de mars 2021 dans lequel il est écrit « Le SARS-CoV-2 est apparu où la COVID-19 est une zoonose ». Oui, il faut s'imaginer cela, sans aucune réserve, malgré les informations du Service fédéral de renseignement. Donc, le gouvernement allemand a trompé le public. C'est prouvable par des documents officiels. Et aussi au niveau international, plusieurs virologues y ont contribué. Cela est devenu public grâce à des correspondances par email obtenues par voie judiciaire et à des messages Slack. Ils ont trompé le public avec ce récit d'une origine zoonotique, en particulier l'idée que le virus SARS-CoV-2 provenait d'un marché aux poissons à Wuhan. Fait intéressant, même le directeur du CDC chinois, le Centre de contrôle et de prévention des maladies, qui correspond à l'Institut Robert Koch en Allemagne, donc même le président, c'est le professeur Shuoshu, George Fugao. Il a déjà déclaré en mai 2020 qu'en raison de tous les échantillons prélevés sur ce marché aux poissons du côté chinois et de toute l'analyse de ces échantillons, il peut exclure que le virus SARS-CoV-2 provienne à l'origine du marché. Il a littéralement dit que ce marché aux poissons a contribué à la propagation plus rapide de ce virus, simplement parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'y rassemblent, mais il a exclu que le marché soit à l'origine du virus. Il a notamment fait une déclaration essentielle, à savoir que ce virus SARS-CoV-2 s'était déjà propagé beaucoup plus tôt à Wuhan, donc pas seulement à la fin de 2019. Comme nous le savons aujourd'hui, dès le début du mois de septembre, les scientifiques de l'Institut de virologie de Wuhan étaient déjà conscients qu'un accident avait dû se produire ici. Et donc, le 12 septembre 2019, de nombreuses mesures ont été prises qui indiquent clairement qu'il ne s'agissait pas seulement d'un accident ici, mais que dès le début, des mesures ont été prises qui ont conduit à dissimuler cette vérité. En tant que scientifique, je ne peux pas accepter cela. Et en tant que citoyen de ce pays, mais aussi en tant que citoyen du monde, je ne peux pas l'accepter parce que à cause de la pandémie, je veux utiliser ce terme maintenant car il a été ainsi déclaré par l'OMS. De ce fait, des millions de personnes ont été touchées, elles sont mortes.
Il y a cette surmortalité. Nous ne voulons pas entrer maintenant dans le sujet de savoir quel était principalement le problème, le virus lui-même, les vaccins ou autre chose. Le fait est qu'un nombre incroyable de personnes ont été touchées, en particulier des jeunes, ce qui m'inquiète énormément. À cause de la fermeture des écoles et des interdictions de contact, de nombreux jeunes ont vraiment été affectés dans leur développement et un nombre non négligeable de jeunes sont décédés. Même des jeunes sportifs qui étaient en parfaite forme sont décédés à la suite d'une maladie virale ou également d'effets secondaires du vaccin. Et c'est une véritable catastrophe. Toute personne qui refuse encore aujourd'hui de se pencher sur cette question extrêmement importante, à savoir ce qui a réellement provoqué tout cela, se rend coupable également des futures catastrophes de ce genre. Dès le début, avec mon étude, je voulais justement contribuer à souligner qu'il s'agissait de recherches extrêmement problématiques et dangereuses à Wuhan. Cette soi-disant recherche de gain de fonction avec des agents pathogènes capables de provoquer une pandémie, comme le SARS-CoV-2, a contribué à rendre possible cette catastrophe. Ce type de recherche est non éthique, immoral et devrait être interdit. C'est une véritable catastrophe que même aujourd'hui, des organisations comme l'OMS ainsi que les gouvernements de nombreux pays ne soient toujours pas prêts à engager ce débat critique. Qu'est-ce qui a provoqué cette catastrophe et que devons-nous faire politiquement pour vraiment interdire ce type de recherche parce qu'elle est inhumaine? Elle n'a absolument aucun sens, même dans l'optique de la prévention des pandémies. On l'a bien vu. Cette recherche extrêmement dangereuse a été menée à Wuhan pendant de nombreuses années et elle n'a en rien contribué à ce que nous puissions mieux gérer cette pandémie. Et c'est une véritable catastrophe. Dès le début, je voulais contribuer à ce que ces choses soient rendues publiques. J'étais bien sûr conscient que déjà 3 lauréats du prix Nobel en Europe, aux États-Unis et au Japon avaient effectivement, en 2020, souligné la forte probabilité d'une origine du virus provenant d'un laboratoire. Je voulais surtout contribuer à faire connaître cela au grand public, notamment dans les pays germanophones. C'était en fait l'objectif principal du communiqué de presse de l'Université de Hambourg et aussi de mon engagement, contribuer à ce que la population entende enfin parler pour la première fois de cette dangereuse recherche de gain de fonction. Des milliers de messages ont justement exprimé cela. Ils ont dit qu'ils entendaient parler pour la première fois de cette recherche dangereuse. Mais c'est précisément pour cette raison que mon étude était dangereuse au sens politique. C'est pourquoi j'ai été combattu par une réaction très hystérique, bien sûr à la fois de la part des cercles politiques et surtout des médias politiquement dépendants. Jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours le cas. On ne me laisse pas m'exprimer et on m'exclut aussi du débat public. Vous avez ouvert énormément de sujets, professeur Wiesenthal, avec votre première réponse. Si l'on regarde toutes les organisations que vous venez d'évoquer, l'OMS, l'Institut Robert Koch, l'Institut Max Planck, le Forum économique mondial, on reste littéralement pétrifié de respect et de crainte. Mais si l'on regarde toutes ces applications, cela ressemble plutôt à un château de cartes fragile qui s'effondre immédiatement sur lui-même, qui semble très vulnérable au chantage et où chacun se tire dans les pattes. Ce Goliath, contre lequel nous semblons devoir lutter, n'est-il en réalité pas aussi puissant et grand qu'il n'y paraît ? Je pense que cela dépend du courage des gens et surtout cela dépend aussi du fait qu'il y ait encore plus de lanceurs d'alerte. Je voudrais mentionner explicitement le lanceur d'alerte de l'Institut Robert Koch qui a apporté une contribution incroyablement importante à la clarification de la période de la pandémie de corona. Depuis que nous connaissons tous les procès-verbaux de l'Institut Robert Koch datant de la période de la pandémie, nous savons quelle était réellement l'évaluation scientifique lors de cette soi-disant pandémie. Il s'est avéré que toutes ces mesures rigides prises par les responsables politiques comprenaient en partie aussi des restrictions des droits fondamentaux. Celles-ci ont d'ailleurs été considérées comme très problématiques par des constitutionnalistes.
que ces mesures n'étaient absolument pas justifiées et que, en particulier, les tribunaux qui se sont alors appuyés sur l'Institut Robert Koch et sur la science ont rendu ici des jugements qui, d'un point de vue actuel, ne sont plus tenables. Parce que l'Institut Robert Koch lui-même est une institution dépendante. Elle est soumise à des directives et il est apparu, grâce à la publication des procès-verbaux du RKI, que les responsables de l'Institut Robert Koch n'ont pas non plus respecté leurs obligations en tant que scientifiques. L'obligation d'un scientifique aurait été de communiquer les choses de manière véridique au public. Mais ces personnes investies de responsabilité ont cédé à la pression et ont essentiellement agi comme des fonctionnaires politiques et non comme des scientifiques. En principe, ils n'ont fait qu'exécuter ce qui avait été dicté par la politique. C'est un gros problème et tout le monde doit en prendre conscience pour l'avenir. Qui est réellement soumis aux instructions? C'est là le grand problème. Beaucoup de soi-disant institutions scientifiques sont soumises aux instructions, tout comme les parquets en Allemagne. Et même les organisations ou les personnes qui ne sont pas soumises aux instructions se retrouvent confrontées aux problèmes. Qu'à l'époque, beaucoup plus de choses étaient favorisées, par exemple, en fonction des instances supérieures, y compris bien sûr des instances politiques. Par exemple, que des parcours professionnels peuvent être bloqués si l'on s'exprime, entre guillemets, de manière politiquement incorrecte. C'est évidemment un très gros problème. Il est déjà difficile d'identifier qui communique réellement de façon véridique, que ce soit des scientifiques en tant que personnes ou des organisations scientifiques. Et les dossiers Epstein. Je voudrais maintenant revenir sur ce point. Ils ont justement révélé que, notamment dans le domaine scientifique, énormément de choses ont très mal tourné. Et comme je l'ai dit, il y a aussi eu là des dérives dans la science qui sont tout simplement impardonnables. Donc, ce qui ressort clairement des dossiers Epstein, c'est que des institutions que nous avons jusqu'à présent perçues comme des institutions d'élite, comme l'Université Harvard en particulier, mais aussi bien sûr le Massachusetts Institute of Technology aux États-Unis, ont été explicitement impliquées dans ces réseaux, tout comme un ancien président de l'Université Harvard, entre autres, mais même des lauréats du prix Nobel. Par exemple, des lauréats du prix Nobel de médecine à l'Université Columbia ou même des membres d'un comité Nobel et bien sûr des scientifiques de pratiquement toutes les disciplines. Cela doit vraiment faire réfléchir que des scientifiques et des institutions scientifiques aient pu se compromettre dans de tels réseaux. Oui, et dans certains cas, il faut aussi le dire clairement, ils ont effectivement fait des choses qui devraient au moins faire l'objet d'une enquête concernant leur caractère punissable. Tout cela reste à faire. Je veux simplement souligner que ce sont évidemment des évolutions incroyablement problématiques, notamment dans le contexte des pandémies dont nous avons déjà parlé. Les dossiers Epstein ont révélé que des plans de pandémie ont été discutés, que des préparatifs ont été faits, justement pour de futures pandémies qui ont été identifiées comme un modèle commercial. Et en particulier, les vaccins ont aussi été considérés comme un placement lucratif parce qu'on peut justement administrer des vaccins à des milliards de personnes. C'est un marché bien plus vaste que simplement soigner des personnes malades avec des médicaments. C'est vraiment un marché beaucoup plus grand. Tout cela est devenu clair grâce à ces dossiers Epstein. Il existe bien sûr des liens entre ce qui est ressorti de ces dossiers et les développements, comme je l'ai déjà dit, dans le domaine de la recherche virologique. Avec les nouvelles possibilités de la biologie moléculaire, on a modifié de plus en plus de virus. On les a également adaptés, notamment par le biais de recherches dangereuses de gains de fonction aux cellules humaines. Cela s'est produit avec les agents pathogènes de la grippe aviaire, en particulier en 2011. Des expériences hautement problématiques ont été menées par deux groupes de chercheurs où des agents pathogènes de la grippe aviaire, qui sont très mortels pour la volaille, ont été adaptés à l'homme et rendus transmissibles d'homme à homme.
Il faut simplement savoir qu'il existe normalement une barrière d'adaptation naturelle pour les virus entre les espèces, donc de la volaille à l'homme. Et cette barrière d'adaptation a été, pour ainsi dire, franchie en laboratoire. On a précisément montré quelles mutations sont nécessaires chez de tels virus de la grippe aviaire pour qu'ils s'adaptent à l'homme ou aux mammifères en général et qu'ils deviennent ensuite transmissibles entre mammifères et entre humains. C'est une recherche incroyablement dangereuse. De nombreux scientifiques l'ont souligné. Il y a même eu une estimation de la probabilité que si l'on n'arrête pas cette recherche dangereuse, qu'alors, avec une probabilité de 80%, une pandémie causée par de tels agents pathogènes artificiellement créés et capables de provoquer une pandémie surviendrait dans les 12 ans. Donc, cette estimation a été faite en 2011. Il faut s'imaginer cela. Et ce n'est qu'avec ce contexte qu'on peut comprendre ce qui est devenu clair dans les Epstein Files, qu'on a pu construire un modèle économique parce qu'on connaissait précisément ses probabilités. On savait que si on laissait continuer ces recherches dangereuses, cela finirait par provoquer une pandémie. Tous ceux qui ont parié et investi là-dessus vont obtenir un retour sur investissement incroyable. Il y avait vraiment des personnages clés. Les personnages clés étaient Anthony Fauci, qui a toujours affirmé dès le début que cette recherche, soi-disant très dangereuse, valait le risque d'une pandémie mondiale. Il faut s'imaginer ça. C'est exactement ce qu'il a dit dans un journal américain très important. Et il a dit exactement la même chose dans une publication scientifique. Il faut s'imaginer ça. Et aussi en Allemagne. Monsieur Drosten a donné une interview en 2012 à la Frankfurter Allgemeine Zeitung avec 2 collègues. Le titre était « Nous devons supporter les risques » en référence à cette recherche dangereuse. Il faut s'imaginer ça. C'est une recherche immorale et non éthique. Si on la légitime, même du côté des scientifiques, des chercheurs, et qu'on fait en sorte que cette recherche ne soit pas condamnée, alors il faut se demander est-ce qu'on peut encore se regarder dans le miroir le lendemain en tant que scientifique? Parce qu'en tant que scientifique, on a aussi une responsabilité envers la société. Donc, ça a été un problème incroyablement important dès le début. Ensuite, il y a évidemment eu des figures clés du côté des investisseurs. Bien sûr, il faut mentionner Bill Gates. Bill Gates était en fait la personne qui, d'une part, avait des contacts incroyablement étroits avec Anthony Fauci et, comme l'ont révélé les dossiers Epstein, également avec Epstein et ses réseaux. Donc, c'était vraiment une figure clé. On peut le prouver. Ce n'est pas une théorie du complot. Cela ressort très clairement des dossiers. Il était impliqué dans toutes ces structures. Il y a investi également avec la Fondation Gates. Il a notamment veillé à cela grâce à ses subventions de plusieurs millions à de grands médias du monde entier. Que justement la couverture médiatique concernant cette recherche et plus tard en particulier concernant les mesures pendant la pandémie n'a pas été suffisamment critique, comme on pourrait s'y attendre de la part d'un 4e pouvoir qui devrait justement porter un regard critique sur les processus politiques, ce que les médias devraient en fait représenter. Il est connu que Gates a accordé des subventions de plusieurs millions, y compris à des médias allemands. Tout cela peut être vérifié. Il a veillé à ce que tous ces aspects négatifs et toutes ces dérives ne puissent plus du tout être abordés dans l'espace public. C'est pourquoi cela n'est pas seulement très problématique d'un point de vue de la politique de santé, mais aussi en ce qui concerne les processus démocratiques nécessaires au débat public et à l'échange d'opinions dans la société. Bill Gates a largement contribué au fait que ces principes fondamentaux d'un État de droit libre et démocratique ne fonctionnent plus non plus ici en Allemagne. Les médias pensent justement qu'ils ne peuvent plus générer leurs profits grâce à des abonnés. Mais ils dépendent de bailleurs de fonds, de fondations, mais bien sûr aussi de subventions venant du monde politique.
Et ensuite, ils écrivent bien sûr ce qui est souhaité par les bailleurs de fonds ou transmettent ce qui est attendu par eux. C'est exactement cela et c'était justement votre dernier point. OMS, c'est exactement le problème. Même des organisations internationales comme l'OMS, qui sont aussi devenues de plus en plus dépendantes de fondations comme la Fondation Gates et d'autres fondations, mais aussi de bailleurs de fonds privés. Et elles n'assument plus leurs missions initiales dans le domaine des soins de santé pour la population mondiale, mais agissent selon les objectifs des bailleurs de fonds. Et ce ne sont justement pas les objectifs que l'on devrait attendre en matière de prévention sanitaire. Le pire, c'est qu'à cause de toutes ces mesures de censure, on n'est plus du tout correctement informé en Allemagne ni dans d'autres pays occidentaux sur cette dérive de l'OMS. En particulier concernant ces nouveaux traités sur les pandémies, il n'y a eu aucune discussion critique dans l'espace public et on n'est pas informé non plus. Par exemple, à propos de la dérive d'un article du nouveau traité sur les pandémies qui stipule essentiellement que ce modèle économique basé sur les pandémies sera pratiquement poursuivi sous le couvert de l'OMS. Les seuls pays qui voient vraiment clair là-dedans sont seulement quelques-uns en Europe. Mais surtout, ce sont les États africains qui ont récemment veillé à ce que l'OMS ne puisse pas agir ainsi et que ces choses ne passent pas aussi facilement que beaucoup s'y attendaient peut-être. Donc, de la part des entreprises pharmaceutiques et aussi d'autres parties prenantes, comme on dit si joliment de nos jours, fait intéressant, ce sont les États africains qui voient surtout ici ces évolutions critiques et ils constatent surtout aussi que des organisations internationales comme l'OMS agissent pratiquement comme le faisaient autrefois certains États à l'époque coloniale. En fait, en Afrique, on considère essentiellement ce que l'on veut maintenant imposer aux pays africains ici comme une suite des manœuvres colonialistes. Et justement, si l'on regarde l'entrelacement entre les réseaux Epstein et aussi l'OMS, qui est d'ailleurs explicitement mentionné dans les Epstein Files, alors il faut effectivement donner raison aux responsables de nombreux pays africains. Et là, on peut dire que peut-être l'Europe sera encore sauvée grâce en fait à des États d'Afrique qui ont peut-être un tout autre regard là-dessus et qui voient effectivement aussi quelles dérives existent ici. Votre phrase « Un médicament normal ne se vend qu'à quelques malades. Lors d'une pandémie, on gagne soudain de l'argent sur toute l'humanité. Je l'ai tout de suite noté. » C'est en quelque sorte un plan cauchemardesque, un modèle économique extrêmement rentable. Vous l'avez décrit à plusieurs reprises, faire payer des milliards de personnes. Il s'agit d'une redistribution des richesses du bas vers le haut. Diriez-vous que cela montre une soumission totale au récit politique? Vous avez mentionné Fauci et Lauterbach, qui tirent pleinement parti du système. Nous venons de dire que Lauterbach pourrait être proposé comme président de l'OMS, ayant fortement soutenu le récit sur le coronavirus. Iriez-vous jusqu'à dire qu'aujourd'hui, la soumission inconditionnelle au récit politique est la condition de base pour faire une brillante carrière scientifique? Je n'irai pas jusque-là, car comme je l'ai déjà dit au début, il y a tout de même des différences entre les différentes disciplines scientifiques. Et il y a des disciplines scientifiques qui se recoupent moins avec des sujets politiquement sensibles. Là, il est certain que l'autorégulation et, disons, toute la gestion des sujets scientifiques reste au sein de la communauté scientifique. Mais dès qu'il s'agit de sujets politiquement sensibles et qu'il y a un chevauchement avec les intérêts politiques, mais aussi de groupes sociaux qui n'ont pas la science en tête, mais plutôt certaines idéologies, cela devient alors problématique. Oui, et c'est ce que disent, bien sûr, de nombreux scientifiques issus de ces domaines spécifiques. Je peux bien sûr, sans citer de nom, vous dire très franchement qu'il y a eu énormément de virologues, non seulement en Allemagne, mais aussi à l'international, qui m'ont contacté et m'ont dit « Oui, vous aviez tout à fait raison, même avec votre étude, il n'y avait absolument rien à critiquer. »
mais ils ne pouvaient tout simplement pas s'exprimer publiquement parce qu'ils travaillent, par exemple, pour une institution qui reçoit elle-même des fonds de l'État, ou bien ils coopèrent étroitement avec des institutions chinoises, et c'est pourquoi ils ne peuvent donc de toute façon pas le faire. Qu'ils s'expriment publiquement, car cela ne serait évidemment pas favorable à ces coopérations et nuirait à l'institution. Et c'est justement ce qui est problématique. Donc, lorsqu'il y a des sujets sensibles, et c'est bien sûr aussi le cas dans le domaine des sciences du climat, de nos jours, du moins en Allemagne, tout n'est plus permis, pour ainsi dire. Justement, ce qu'il faudrait pouvoir dire, et surtout, les espaces de débat sont restreints. J'ai moi-même vécu cela, bien sûr. Beaucoup de collègues scientifiques m'ont par exemple proposé, y compris au sein des institutions scientifiques, pour participer à des discussions ouvertes, comme celles que nous avons maintenant, mais bien sûr aussi dans des formats modérés appropriés avec d'autres scientifiques, par exemple aussi du domaine de la virologie. Ils ont effectivement déjà fait des plans, aussi bien pour des symposiums que pour des tables rondes de discussion. Ensuite, cela a été annulé à la toute dernière minute par les responsables de l'organisation concernée. Ce ne sont pas, par exemple, des politiciens qui ont annulé cela, mais ce sont justement des scientifiques eux-mêmes qui sont responsables de cette organisation. Ils ont alors de nouveau craint qu'une quelconque forme de culpabilité par association puisse avoir des conséquences négatives pour l'institution concernée. Et bien sûr, c'est une catastrophe. La science vit justement de l'échange. Elle vit du débat et elle vit aussi de la remise en question. Et je voudrais simplement le rappeler encore une fois. Donc, cette formulation, il existe un consensus scientifique que nous avons entendu si souvent pendant la pandémie, mais bien sûr aussi dans le contexte de la science du climat. C'est évidemment complètement absurde. Il n'y a pas de consensus scientifique. La science qui a une quelconque importance vit toujours du questionnement. Tout ce qui est peut-être encore un consensus aujourd'hui peut déjà être dépassé demain. Un seul scientifique pourrait prouver que ce consensus est absurde, et alors il faut revenir sur tout cela. Au début du 20e siècle, il a aussi fallu admettre que la physique classique ne pouvait pas tout décrire. C'était le début de la théorie quantique, le premier pas pour comprendre le monde microscopique des atomes et molécules. Il faut remettre les choses en question. Il faut aussi douter de certaines choses. C'est l'essence même de toute science. Et à quel point ces formulations comme le consensus en science sont motivées politiquement, nous pouvons le constater à travers ces deux exemples. Au début de la pandémie, on disait, soi-disant, qu'il y avait un consensus scientifique selon lequel ce virus SARS-CoV-2 venait de la nature. Bien sûr, il n'y avait pas de consensus. La grande majorité, même parmi les virologues, était convaincue que cela venait du laboratoire. Nous l'avons appris grâce à la publication de correspondances par email, de messages internes sur Slack, etc., que c'était bien le cas, qu'il n'y avait justement pas de consensus. Au contraire, on était plutôt convaincu que tous les indices et probabilités plaidaient en faveur d'une origine en laboratoire. Donc, il est prouvé que cela ne servait qu'à soutenir le récit officiel, à savoir ne pas communiquer une éventuelle origine en laboratoire dans leur politique. C'est également ce qu'on peut lire dans des documents officiels du gouvernement allemand, et cela vaut aussi dans le domaine des sciences du climat. En tant que scientifique, je suis totalement ouvert à différentes approches pour résoudre des problèmes scientifiques et faire des prévisions. Tout cela est très bien. Mais dire qu'il existe un consensus, par exemple dans les sciences du climat, c'est tout simplement un mensonge. Il existe la Déclaration mondiale sur le climat qui a été signée par des milliers de scientifiques. D'ailleurs, elle a aussi été signée par plusieurs lauréats du prix Nobel, dans laquelle il est explicitement dit qu'il n'y a pas de crise climatique. Et cela est également justifié de manière strictement scientifique. Cela signifie qu'il existe différentes opinions, même au sein de la communauté scientifique. Dire qu'il y a un consensus dans ce domaine n'est donc absolument pas conforme à la vérité. Quiconque affirme qu'il existe un consensus scientifique dans tel ou tel domaine, il faut d'abord dire
Soyez prudents. Quiconque utilise ce mot montre ainsi qu'il poursuit des intentions politiques qui n'ont rien à voir avec la science. Donc, là, vous pouvez déjà faire la différence entre les personnes qui sont peut-être réellement attachées à la vérité et celles qui ne sont attachées qu'à des idéologies. C'est déjà la première chose. Et puis, bien sûr, nous l'avons vu aussi bien dans le domaine de la pandémie que dans celui des sciences du climat. Il y a toujours des termes qui sont créés et qui conduisent ensuite à un cadrage. Et bien sûr, cela conduit aussi à exclure un certain groupe de personnes de la sphère publique. Prenons simplement les termes de négationniste du corona ou de négationniste du climat. Ce sont des termes tellement stupides. Oui, parce que toute personne, un tant soit peu instruite, sait que les coronavirus existent bien sûr depuis des siècles, probablement des millénaires, et que les coronavirus ont toujours provoqué des maladies bénignes comme le rhume. On le sait. Et de la même manière, comment peut-on parler de négationniste du climat? Le climat, c'est un terme défini. Comment peut-on nier un terme ou une définition? Donc, les personnes qui utilisent de tels termes, que ce soit dans une discussion ou dans le domaine politique, peu importe, ils montrent ainsi immédiatement que leur objectif n'est pas d'aborder des aspects scientifiques ou de rechercher la vérité, mais simplement de poursuivre une idéologie. Et avec de tels termes, des personnes sont exclues des débats publics parce qu'on perçoit justement un danger. C'est précisément le point central, que des experts autoproclamés ou nommés par le gouvernement veulent vous transmettre quelque chose. Et bien sûr, ils voient le danger. Si ensuite l'ensemble de la communauté scientifique et toutes les institutions sont réellement impliquées, cela pourrait devenir dangereux car le public verrait alors que l'un a de meilleurs arguments que les autres. Cela signifie qu'il faut exclure certains scientifiques et aussi certains citoyens du débat afin d'empêcher que le public découvre que certains camps n'ont tout simplement pas de bons arguments. Et dans ce contexte, je mets aussi clairement en garde contre une dictature des experts. C'est vraiment un point qui me tient à cœur. Mettre en garde contre le fait que nous sommes en bonne voie, ou plutôt sur une mauvaise voie, vers une dictature des experts. Quand je lis à nouveau ces derniers jours ou ces dernières semaines qu'il y aurait soi-disant des scientifiques en Allemagne qui plaident pour qu'en cas de prochaine pandémie, il faille censurer encore plus, qu'il faille exclure encore plus de scientifiques du débat. Alors, c'est une véritable catastrophe. De telles personnes montrent qu'elles ne sont pas capables de discuter de manière scientifique et de résister à la confrontation des arguments. En principe, cela montre que la qualité scientifique de leurs arguments est elle-même défaillante. Et c'est une évolution sur laquelle je voudrais attirer l'attention. Si un scientifique en Allemagne ou ailleurs se présente à nouveau en public et formule de telles exigences, si en fin de compte, des mesures de censure sont effectivement mises en place, qu'elles doivent même être renforcées à l'avenir et que seuls les soi-disant experts autoproclamés ou nommés par le gouvernement doivent être autorisés à s'exprimer, alors c'est la fin de la démocratie. Mais c'est aussi la fin de notre humanité dans ce pays, car chaque être humain possède en fin de compte une dignité humaine. Cela inclut en particulier l'intégrité de son propre corps. Cela a notamment pour conséquence que chaque personne doit aussi être libre dans ses décisions. Et ce que nous avons vécu pendant la période de la pandémie, ce sont des mesures qui allaient à l'encontre de cela et qui y ont fait obstacle. Ce que je trouve le plus grave, c'est que tant de jeunes ont été lésés par des soi-disant avis d'experts et même des recommandations d'experts, comme par exemple la fermeture des écoles ou l'interdiction des contacts. Cela va nous poursuivre pendant des décennies. Parce que j'ai parlé avec beaucoup de jeunes, je suis professeur d'université, je discute avec énormément de jeunes, cela a touché tant de jeunes.
et cela a souvent aussi perturbé leur développement et cela a fait qu'ils n'ont pas pu se développer normalement avec les libertés qui sont normalement très, très importantes, surtout pour ces personnes-là, qui sont normalement très, très importantes. C'est un crime ce qui a été fait là. Il faut le dire très clairement. C'est un crime. Nous savons maintenant, grâce à la divulgation des protocoles du RKI, que ce crime n'était vraiment justifié par rien. Ici, les tribunaux sont appelés à annuler leurs décisions qu'ils avaient soi-disant fondées à l'époque sur les connaissances du RKI. Et bien sûr, chaque citoyen de ce pays doit en tirer les conséquences, notamment dans les urnes. Un parti qui refuse de faire ce travail de clarification n'est pas apte à être élu. Moi-même, je ne suis pas actif politiquement. Je n'ai jamais été membre d'un parti et je ne suis proche d'aucun parti. Mais je voudrais dire une chose. Un parti qui refuse de faire la lumière sur les crimes de ces dernières années n'est, à mon avis, plus un parti pour lequel on peut voter à l'avenir. Monsieur le professeur Wiesendanger, Bill Gates affirme que les prochaines pandémies seront bien plus graves que le coronavirus. Que devons-nous anticiper dans les 3 à 5 ans à venir? Alors, quand Bill Gates dit ce genre de choses, il faut vraiment tendre l'oreille parce que je suis effectivement allé vérifier cela. Il y a effectivement eu une interview de Bill Gates avec le Washington Post, l'un des journaux les plus importants des États-Unis, en avril 2018. Là, il a parlé d'une pandémie terrifiante qui nous attendrait, à savoir une grippe mondiale. Anthony Fauci a également déclaré en 2017, lors d'une table ronde, il y aura une épidémie inattendue. Donc, il y aurait un déclenchement inattendu d'une pandémie. S'il peut prédire cela, alors ce n'est évidemment pas surprenant. Rien que cela est déjà une contradiction en soi. Mais ce sont des personnes comme Anthony Fauci, Bill Gates qui sont à l'œuvre. Et en particulier, Bill Gates n'a absolument aucun bagage médical. Il n'a même pas de diplôme universitaire. Et il passe ensuite en prime time dans le journal télévisé allemand Tagesthemen sur l'ARD et veut faire comprendre à la population allemande qu'elle doit se faire vacciner. C'est seulement ainsi qu'on sortirait de la pandémie. Et maintenant, il réapparaît et fait des prophéties sur de futures pandémies ou d'autres prédictions dans un autre domaine. Et on ne peut que rappeler sans cesse que, d'après les différents documents désormais disponibles, il est tout à fait clair que Bill Gates ne se soucie pas de la santé de la population mondiale, mais cherche simplement à maximiser ses profits. Il a par exemple réalisé un investissement à un certain moment. Il est par exemple également entré chez la société BioNTech à l'automne 2019. Nous savons maintenant que cela s'est produit à un moment où le SARS-CoV-2 s'était déjà propagé à Wuhan. Donc, cela, nous pouvons l'affirmer avec certitude. Cela veut dire qu'il a utilisé des informations privilégiées, faire un investissement de quelques millions. Il a ensuite réalisé des centaines de millions de bénéfices grâce à cet investissement. Après s'être retiré, il a alors dit « Oui, c'est dommage que ces vaccins n'aient pas autant de succès qu'on l'aurait peut-être espéré. » Mais bien sûr, c'est complètement absurde. Il n'avait absolument aucune connaissance médicale dès le début. Mais ce qui l'intéresse, c'est d'influencer les gens et aussi d'influencer les médias grâce à l'argent qu'il donne aux médias. Au final, il ne fait rien d'autre que de chercher sans cesse à maximiser ses profits. Et cela doit simplement être clair pour tout le monde. Personne ne devrait plus lire ou même prêter attention à un média qui accepte de l'argent de Bill Gates. Je veux aussi redire très clairement, c'est inadmissible que l'argent des contribuables allemands soit versé à la fondation Gates par le gouvernement fédéral et il ne s'agit pas de quelques millions. Ce sont des dizaines de millions qui vont constamment à la fondation Gates provenant des impôts allemands. Une fondation qui, au final, n'apporte aucune amélioration à la situation sanitaire,
Parlez donc avec des représentants de pays africains pour savoir quels effets négatifs la Fondation Gates a eus, par exemple en Afrique. Il faut le dire clairement. Il faut mettre tout le monde en garde contre le fait d'écouter, ne serait-ce qu'un peu, des personnes qui n'ont aucune formation médicale et même pas de diplôme universitaire, qui n'ont appris qu'une seule chose, remplir au maximum leur propre poche. C'est bien sûr aussi un succès sur le plan économique, logiquement, mais il faut alors décider ce que l'on veut vraiment faire. C'était d'ailleurs aussi la décision au début quand je me suis demandé qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Est-ce que je veux travailler dans la recherche, dans le monde économique ou en politique? Mais les objectifs suprêmes, les buts ultimes dans ces domaines sont très différents. Dans la science, nous recherchons de nouvelles connaissances. Nous voulons percer les secrets de la nature, comprendre comment la nature fonctionne. Nous voulons le faire dans un souci de vérité. Cela signifie que la vérité est primordiale pour un scientifique sérieux. Dans l'économie, c'est tout à fait différent. Dans l'économie, l'objectif principal, et il doit l'être, est la maximisation des profits. Là, la vérité n'a plus aucune importance. Il s'agit simplement de maximiser les profits et les entreprises qui maîtrisent cela le mieux sont les plus prospères. En politique, il s'agit tout simplement de majorité. Il faut obtenir des majorités et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on peut réussir. Cela signifie que ces objectifs sont complètement différents. C'est pourquoi, justement, à l'interface entre la science et l'économie, il est toujours important de nommer clairement cette différence. Lorsqu'il y a une collaboration, ce qui est tout à fait souhaitable, il faut toujours garder à l'esprit que les objectifs sont différents et doivent l'être. Il faut communiquer honnêtement. Et aussi à l'interface entre la science et la politique. On parle beaucoup de scientifiques qui sont ensuite passés à la politique scientifique. J'ai toujours des problèmes avec ces termes où l'on fusionne deux domaines différents, parce que soit je fais de la science, soit je fais de la politique. Mais rien que ce terme de politique scientifique, pour moi, c'est un terme qui n'a absolument aucun sens, oui, et qui est aussi dangereux dans un certain sens. Parce que lorsque j'agis en tant que scientifique, je suis tenu à la vérité, et lorsque je sers la politique, je suis tenu par les majorités. On le voit bien avec l'exemple concret des responsables de l'Institut Robert Koch qui se sont retrouvés exactement dans ce conflit d'objectifs. En fait, le RKI était considéré comme une institution scientifique et tout le monde disait « suivez la science ». Et même les plus hautes juridictions se sont référées au RKI en tant qu'institution scientifique. Mais ils n'ont pas vraiment agi en tant que scientifiques, du moins pas au niveau de la direction. Ils se sont plutôt pliés à la volonté politique. Et au final, ils ont accepté la directive. Et ce n'est qu'en abordant ouvertement ces conflits d'objectifs qu'on peut communiquer honnêtement. C'est pourquoi je tiens toujours à plaider pour qu'on fasse vraiment la distinction entre ces choses. Il existe différents objectifs dans différents domaines, que ce soit la politique, l'économie ou la science. Cela devient extrêmement dangereux si on mélange tout cela. Dans le domaine de la médecine, c'est évidemment la même chose. En tant que médecin, je suis avant tout lié par le serment d'Hippocrate. Je suis tenu de veiller à la santé de mes semblables. Je ne dois causer aucun tort. C'est pourquoi, par exemple, le fait que les médecins doivent maintenant devenir pratiquement des fonctionnaires politiques, c'est complètement absurde. Je ne peux pas agir en tant que médecin dans l'intérêt de la santé des gens et en même temps recevoir éventuellement des instructions politiques. En ce qui concerne l'utilisation de certaines substances qui ne sont pas testées, qui comportent justement un risque élevé, que je cause ainsi plus de tort que de bénéfices à mes patients. Il y a toujours ces conflits d'objectifs. Je ne peux que mettre en garde contre le fait de mélanger de plus en plus ces choses-là. Nous devons revenir à clairement définir quels doivent être les objectifs de chaque domaine.
Nous devons communiquer ouvertement et honnêtement sur les problèmes auxquels nous serons confrontés si nous n'abordons pas ces questions de manière transparente. Monsieur le professeur Wiesendenker, j'ai une question très personnelle pour conclure. Il semble que la confiance s'érode partout autour de nous. Les églises affirment que se vacciner ou livrer des armes, c'est aimer son prochain, tandis que politiques et médias sont unis, comme on l'a montré aujourd'hui. Et maintenant, vous dites même que les universités de l'Ivy League, le MIT, sont aussi finalement très sujets à la corruption. Imaginons un instant que je sois un jeune au début de mon parcours. Je veux subvenir aux besoins de ma famille et faire carrière quelque part, mais je n'ai pas du tout envie de sacrifier toute ma carrière dès le début en jouant les martyrs pour la vérité. Vous êtes arrivé à l'automne de votre carrière très réussie et ce n'est qu'après avoir atteint toute cette renommée internationale que vous avez pris certains risques. Que conseillez-vous à cette jeune génération? Peut-on encore mener une vie détendue et réussie dans ce monde sans vendre son âme à ce jeu très corrompu? Oui, c'est vraiment une question tout à fait essentielle parce que cela rejoint en fait mon souhait profond de transmettre quelque chose, surtout à la jeune génération. Aussi, justement, montrer qu'il faut avoir le courage de parler publiquement des choses que l'on a apprises. Et tout d'abord, je voudrais résumer très clairement, encore une fois, ce sont surtout les enfants, les adolescents, les jeunes qui ont particulièrement souffert au cours des 6 ou 7 dernières années à cause des mesures rigides prises pendant la période du COVID. Fermeture d'écoles, interdiction de contact, mais aussi dans d'autres domaines. Oui, nous avons abordé la science du climat. Là aussi, je constate que l'on transmet aux jeunes des choses qui, au final, découlent de certaines intentions idéologiques. Je considère qu'il est très problématique que les bonnes intentions des jeunes soient en principe exploitées. On peut tout à fait le dire ainsi. Les jeunes veulent s'engager pour de bonnes causes et c'est aussi pour cette raison qu'on a pu mobiliser de nombreux jeunes, par exemple dans le mouvement Fridays for Future, pour descendre dans la rue. Mais il est vrai que la science du climat est un domaine extrêmement complexe et qu'il faut d'abord se confronter à de nombreux sujets qui reposent sur des bases scientifiques afin de pouvoir évaluer certaines choses. La physique du climat implique de connaître les lois du rayonnement, de maîtriser la dynamique des fluides et la thermodynamique des systèmes ouverts, qu'il faut connaître la physique du Soleil, les systèmes solaires, mais aussi tout ce qui concerne le rayonnement des particules et ainsi de suite. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on peut vraiment argumenter de manière solide. Donc, quelles conséquences cela peut éventuellement avoir maintenant? Des augmentations de température de 0,3 degrés, 0,4 degrés en moyenne maintenant au cours des 50 dernières années. Ici, de jeunes personnes ont aussi été instrumentalisées, sont descendues dans la rue sans même connaître les bases importantes. Et là, je ne peux dire qu'une chose aux jeunes, il est très important qu'ils s'engagent parce que sans se demander personnellement qu'est-ce qui est important pour moi dans la vie, on ne peut pas vraiment se forger une vraie boussole intérieure. Mais le plus grave, c'est que nous avons encore un troisième domaine dont nous n'avons même pas encore parlé. Qu'aujourd'hui, on parle du fait que nous devrions soi-disant redevenir capables de faire la guerre, que nous devons être préparés à la guerre, que l'armée allemande doit redevenir la plus puissante de toute l'Europe. Quand j'entends de telles choses, je ne peux que dire les gens, les personnes, les politiciens qui parlent ainsi n'ont manifestement rien appris de l'histoire du XXe siècle. Ils n'ont manifestement rien appris de ce qui s'est passé en Europe et en particulier en Allemagne au XXe siècle et des catastrophes qui en ont résulté. Bien sûr, il faut être capable de se défendre, que ce soit face à des attaques verbales lors d'une discussion ou à des attaques physiques. C'est évident qu'il faut se défendre, mais il faut aussi savoir clairement quelles valeurs on défend réellement.
Et le bien le plus précieux, la chose la plus importante à défendre, de mon point de vue, c'est la paix. La paix est vraiment le bien le plus précieux qu'il faut défendre. Il n'existe, si l'on y regarde de plus près, aucune alternative digne de l'homme à la paix. Et cela doit être clair pour chaque jeune. Les jeunes, moi y compris heureusement, n'ont bien sûr pas eu à vivre une guerre mondiale. Mais s'ils veulent vraiment vivre cela, ils peuvent aller dans des zones de guerre et alors qu'ils en fassent donc l'expérience ou alors qu'ils regardent au moins des documentaires pour voir ce que cela signifie vraiment de faire la guerre. Et la jeune génération doit comprendre que le bien le plus précieux à défendre, c'est la paix. Et toute personne qui n'a pas compris cela, même en politique, n'assume pas ses responsabilités, en particulier envers la jeune génération. La jeune génération doit vraiment aussi se demander quelles sont aujourd'hui les valeurs pour lesquelles elle veut descendre dans la rue. De mon point de vue, à l'époque où j'étais jeune, c'était tout à fait différent. Bien sûr, il y avait aussi énormément de jeunes qui descendaient dans la rue, mais il s'agissait vraiment de valeurs fondamentales de la vie. Il s'agit vraiment de préserver la paix en Europe et de poser les bonnes questions. Je ne suis pas encore abordé le domaine des sciences politiques. D'ailleurs, la science y joue aussi un rôle très, très important. La science politique doit aussi ici prendre la parole et surtout communiquer les évolutions historiques, notamment depuis l'effondrement de l'Union soviétique. Elle doit poser les bonnes questions, à savoir si la politique, en particulier la politique européenne de sécurité et de paix, a suivi et emprunté les bonnes voies au cours des 30 dernières années. Et nous devons nous confronter à ces discussions critiques. Là, ce sont surtout les personnes plus âgées comme moi qui doivent s'impliquer. Vous l'avez bien dit, je suis déjà dans l'automne de ma vie. Bien sûr, ils doivent aussi donner des lignes directrices pour que les bonnes questions soient posées et pour que l'on se rende aussi clairement compte. Qu'est-ce qui compte vraiment? Je crois que le plus important pour chacun, c'est de vivre en paix, en liberté, ce qui est aussi très important, et bien sûr en bonne santé. Tout ce qui, au final, va à l'encontre de ces objectifs, nous devons nous y opposer. Nous devons aussi prendre clairement position. J'espère et je compte surtout sur la jeune génération parce que la jeune génération, c'est l'avenir, non seulement pour ce pays, pour l'Allemagne, mais aussi pour le monde entier. J'espère et je souhaite que, justement, la jeune génération ne commette pas ici l'erreur que nous avons maintenant identifiée comme catastrophique, qu'on ne doit exclure aucune personne, aucun groupe de personnes, mais qu'il faut prendre part à un débat libre et rester toujours capable d'apprendre. Il faut aussi remettre en question les opinions établies et être suffisamment critique. C'est la recommandation que je voudrais réitérer ici. Vous l'avez si bien formulé, en particulier le point sur la boussole des valeurs, en particulier le point sur la paix. Posez les bonnes questions. Je veux dire, dans ce format, je parle aussi avec des personnes qui, au final, reconnaissent des schémas, incarnent la vérité et, d'une certaine manière, incitent aussi à la résistance. Et pour conclure, pour nos spectateurs, 3 recommandations d'action très concrètes pour obtenir de la clarté et de l'assurance dans ce monde très chaotique, effréné et fragmenté. Je pense que j'ai déjà abordé cela à plusieurs reprises. Êtes-vous critique? Remettez-vous tout en question. Cela fait partie de l'humanité. Quand nous nous demandons qu'est-ce qui distingue réellement l'homme de l'animal, alors c'est justement le questionnement critique, la capacité à se remettre en question sans cesse. Ai-je finalement vraiment tout pris en compte ici? Ai-je tout remis en question? Suis-je suffisamment critique? Cela signifie aussi, à notre époque, qu'il faut justement utiliser des formats comme celui que vous avez eu la gentillesse de mettre en place et s'informer de la manière la plus diversifiée possible. Nous ne pouvons plus, à notre époque, nous fier aux médias de service public.
C'est ce que l'évolution des 6 dernières années a clairement démontré. Nous devons nous informer de manière diversifiée et surtout, nous devons aussi être ouverts. La société pluraliste est constamment évoquée ici comme un élément important du développement social, y compris dans ce pays. Mais lorsque des personnes ou des groupes expriment réellement des opinions différentes, soudainement, cette approche pluraliste disparaît. Chacun doit alors reconnaître où se situent les contradictions. Ces contradictions doivent être abordées. Je ne peux que conseiller, comme je l'ai dit, d'avoir suffisamment de courage pour aborder les choses et les dérives. Au final, nous vivons dans un monde où il existe énormément de possibilités, même pour les jeunes. Nous devons bien sûr aussi être suffisamment ouverts pour dire lorsqu'une certaine voie est mauvaise. Dans ce cas, nous devons la corriger. Nous devons aussi, en particulier, rester ouverts selon l'évolution des choses. Ce pays aussi, le monde, est particulièrement ouvert aux jeunes. Je ne peux que vous dire, ouvrez-vous aussi à d'autres horizons. Les jeunes avec qui je discute chaque jour le reconnaissent et en parlent de plus en plus. Quels sont en fait mes objectifs personnels et comment puis-je les réaliser au mieux, mais aussi où puis-je le mieux les réaliser? Si l'Allemagne n'arrive pas à offrir justement pour la jeune génération un cadre de vie dans la paix et surtout dans la liberté, c'est un point tout à fait essentiel que beaucoup de politiciens sous-estiment, l'amour de la liberté, surtout chez les jeunes, qu'ils ne veulent pas être soumis à des règlements à toute heure et tous les jours, mais qu'ils veulent décider librement. Ils veulent façonner leur vie. C'est aussi un point essentiel qui distingue l'être humain de l'animal, façonner sa propre vie en prévoyant l'avenir. Il ne s'agit pas simplement de regarder chaque jour ce qu'il y a ou de constater qu'il fait plus chaud ici parce que le soleil brille. Il s'agit vraiment d'avoir une vision d'avenir. Comment vais-je façonner ma vie? Où puis-je trouver les meilleures conditions? Il faut justement être ouvert à notre époque. Mais nous vivons dans un monde où nous avons la possibilité, le cas échéant, d'en tirer les conséquences. Si justement la maxime que nous avons identifiée n'est plus valable pour notre propre vie ici ou à un certain moment. Professeur Wiesendanger, ce fut un honneur de vous parler. Je vous souhaite, ainsi qu'à votre famille, le meilleur. J'attends la suite avec impatience. Prenez soin de vous. Merci beaucoup pour votre intérêt et cette conversation. Tout le meilleur à vous aussi. Merci.